On va y aller. Donc, bonjour tout le monde. En ce jeudi 7 mai 2020, alors, on ne sait plus si on est une semaine avant le déconfinement, 2 semaines, 3 semaines, 5 semaines, bref, on ne sait pas trop. Mais une chose qu'on sait, c'est qu'à l'AQPR, on a profité de cette période de réflexion pour amener des questions, des réponses, une réflexion sur les deux grands thèmes, deux grandes crises que nous traversons, c'est-à-dire la crise économique et la crise sanitaire de la COVID et également la crise climatique qui est là. Néanmoins, et aujourd'hui, avec nous pour réfléchir sur notre thème, nous avons deux professeurs, deux chercheurs émérites. Donc, nous avons Yves Poisson qui est avec nous et Sylvain Charlebois. Là, Sylvain, je ne sais trop pourquoi, mais tu as fermé ta caméra. Donc, il va falloir la rallumer dans le petit bouton en haut. Ouais. Oui. C'est simple, c'est mon réseau qui joue des tours. Je ne Bon. sais pas comment se fait, mais c'est ça, c'est mon réseau qui est un peu faible. Ça va Bon. revenir. Ça va revenir. Vous allez pouvoir me voir bientôt. Parfait. Parfait. Donc, écoutez, donc, sans plus tarder, donc, la semaine dernière, nous avions parlé de... tiens, je ne vois plus les présentations. On a un petit hic, un petit problème. Donc, donnez-nous, on va pouvoir tester ce soir. Je ne sais trop pourquoi si c'est ton réseau, Sylvain, ou si c'est le réseau de tout le monde. Donc, nous allons retester, remettre Je les vois, moi, les présentations. toi, tu les vois. Bon. Ouais. Alors, je vais te laisser y aller avec ta présentation. Donc, Yves Poisson, parce que la semaine dernière, il faut dire que nous n'avons pas eu de questions qui ne sont pas restées. Nous n'avons pas eu de questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Donc, toutes ont été répondues. Donc, on va passer tout de suite aux présentations. Donc, nos deux conférenciers, comme je vous le disais, Sylvain Charlebois et Yves Poisson. Et donc, Yves, sans plus tarder, parle-nous de l'énergie solaire, parce qu'aujourd'hui, on parle d'énergie solaire et du système alimentaire comme tel. Donc, Yves, à toi la parole. Parfait. Merci Jean-François de l'invitation. Est-ce que tout le monde voit mon écran, la diapo? Oui, absolument. C'est beau. Parfait. Donc, comme on le vit en ce moment, la pandémie affecte tous les secteurs de l'économie et de nos vies aussi. Et donc, le secteur de l'énergie n'est pas épargné. Dans ce contexte difficile, il se pourrait que l'énergie solaire photovoltaïque soit une des seules technologies de l'énergie qui connaissent une croissance positive, selon l'Agence internationale de l'énergie. Malgré cette croissance, l'énergie solaire photovoltaïque est encore peu déployée au Canada et encore moins au Québec. Donc, mon objectif ce soir, c'est de présenter l'énergie solaire photovoltaïque, brosser son portrait international, national, présenter l'énergie solaire photovoltaïque au Québec, incluant ses applications, des notes sur la performance, sur les coûts. Et donc, une fois que tous ces éléments-là seront présentés, je vais aussi commencer à explorer un peu comment cette technologie de l'énergie pourrait soutenir finalement la croissance dans le domaine agroalimentaire. Donc, si on y va avec le portrait général de l'énergie solaire, l'an dernier, donc je parlais qu'on est dans une phase de croissance très importante. On parle d'environ croissance de 20 à 25 % année après année, depuis maintenant au moins 10 ans. Et donc, l'an dernier, c'est 115 gigawatts de puissance qui a été installée, surtout en Chine, en Europe et aux États-Unis. Donc, 115 gigawatts, ça représente quoi, ça, dans la vie? Bien, ça représente environ 3 fois la capacité de production d'électricité du Québec. Donc, c'est un chiffre qui est quand même assez important. Et ce 115 gigawatts de puissance s'ajoutait aux 500 cumulatifs des années précédentes pour porter la capacité cumulative à 627 gigawatts.
Donc, c'est 627 gigawatts en date du 31 décembre 2019. Il faut voir qu'au rythme de croissance actuel, l'Agence internationale de l'énergie prévoit qu'en 2024, donc dans 4 ans environ, on devrait avoir doublé cette capacité-là. Donc, on sera, un autre 700 gigawatts va s'ajouter sur les réseaux électriques du monde dans les 4 prochaines années. Donc, ça, c'est la capacité de production d'électricité. Maintenant, si on regarde en termes d'énergie, en termes de production d'électricité, maintenant, les technologies solaires photovoltaïques fournissent au moins 1% de l'apport en électricité dans plus de 30 pays à travers le monde. Donc, on a les champions du monde qui sont le Honduras, qui produisent environ 15% de leur énergie à partir du solaire photovoltaïque, donc de la conversion de la lumière en électricité. Parmi les pays qui sont les leaders, on retrouve l'Allemagne avec 8,6%, le Japon 7,6%, etc. La moyenne mondiale, c'est 3%. Donc, de la production d'électricité qui est faite à partir d'énergie solaire photovoltaïque. Donc, et ce 3%-là, dans les 4 prochaines années, doublera sans doute à 6%. Le Canada, dans tout ça, il arrive juste sous la barre des 1%. On est à 0,7%. Néanmoins, il se passe des choses aussi en solaire au Canada. Je vais vous montrer ça dans un instant. On y arrive. Donc, l'an dernier, c'est 163 MW de puissance qui s'est installée à travers le Canada, ce qui a porté la puissance cumulative à au-delà de 3000 MW. Donc, 3000 MW, ça correspond à quoi? Bien, ça correspond environ à 5 fois la puissance de la centrale nucléaire de Gentilly qui a été déclassée là, en 2012. Donc, c'est quand même une capacité de production importante. Cette capacité-là est installée pour les 2 tiers dans des centrales solaires photovoltaïques, généralement en Ontario, mais aussi sur des toits de maison, donc pour le dernier tiers, là, la partie en bleu qu'on voit à l'écran. Donc, par exemple, on a environ 35 000 systèmes photovoltaïques en Ontario. Au Québec, par contre, là, notre capacité, elle est plutôt de 6,4 MW, donc 719 systèmes au Québec. Donc, les applications traditionnelles au Québec, ça a d'abord commencé, surtout dans les années 90, dans le marché qu'on appelle hors réseau. Donc, pour les applications qui n'étaient pas raccordées au réseau électrique nord-américain. Donc, je pense par exemple aux panneaux de signalisation, aux parcomètres dans les différentes villes, ou pour alimenter des stations de télécommunications dans le Grand Nord, et aussi beaucoup pour alimenter les chalets. Donc, l'avantage de cette technologie-là, solaire photovoltaïque, c'est qu'on ne produit pas d'émissions pendant son opération, on ne produit pas de bruit non plus. Donc, quand on veut se retrouver calme dans la forêt, c'est vraiment intéressant d'avoir un système qui peut assurer le silence plutôt que des génératrices qui font du bruit. À mesure que les coûts ont diminué dans les années 2000 et qu'il a été permis de se raccorder au réseau, on a vu émerger les applications raccordées au réseau électrique. Et c'est maintenant les principales applications là, dans les autres provinces à tout le moins. Puis au Québec, c'est parmi les applications importantes aussi. Donc, on a par exemple les maisons éco-énergétiques, donc qui consomment peu d'énergie, ou dans ce cas-ci, la maison Ecoterra à Eastman, elle produit autant d'énergie qu'elle en consomme sur une base annuelle. C'est le cas aussi pour la bibliothèque de Varennes, donc qui va produire toute l'énergie nécessaire à fonctionner à partir des capteurs solaires photovoltaïques. Et il y a aussi de la géothermie qui vient aider là, à chauffer et climatiser la bibliothèque. Dans les dernières 2 années, on a eu le plus gros système installé au Québec, qui est installé sous le toit du Simons, donc du magasin Simons à Québec. On a 1 MW d'installé. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va s'installer dans le stationnement. Et donc, ça permet aussi à des voitures électriques de se brancher. Donc, pendant qu'on va magasiner, s'il fait soleil cette journée-là, notre voiture se recharge à l'électricité solaire. Et donc, ça permet d'électrifier les transports aussi en même temps.
Pour ma part, je pense que une des applications qui a beaucoup de sens pour le Québec, c'est les applications où on installe du solaire dans les communautés éloignées. Hein, parce que dans les communautés éloignées, on utilise du diesel pour produire de l'électricité. Donc, le reste du temps, 99% de notre électricité, elle est verte, c'est de l'hydroélectricité, c'est bien beau, mais dans les régions éloignées, les îles de la Madeleine et le Nunavik, on utilise du diesel. Donc, en remplaçant l'électricité du diesel avec des systèmes photovoltaïques comme on voit ici à Coudjouac ou Hydro-Québec, ici à Coacta, qui a un petit système de 21 kW, vraiment, là, on diminue notre bilan carbone. Ceci étant dit, donc, pour expliquer aux gens, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez, que vous voyez des diapos sur l'énergie solaire photovoltaïque. Donc, je voulais décrire un peu comment ça fonctionne. On a, en fait, notre plus petite unité de base qu'on peut acheter, c'est le module photovoltaïque, celui qu'on appelle panneau solaire. En langage populaire, en fait, en termes techniques, c'est le module photovoltaïque qu'on va regrouper en ensemble, qu'on va appeler le panneau solaire. Donc, le panneau est constitué de 4 modules dans la photo qui est ici, dans le diagramme. Ce panneau solaire-là produit de l'électricité en courant continu. Donc, convertit environ 15 à 20 de l'éclairement incident en courant continu. Ensuite de ça, les différents panneaux solaires sont regroupés dans une boîte de jonction qu'on voit sur la photo ici en haut. Donc, c'est cette dimension-là. Et les panneaux fournissent ensuite l'électricité dans l'onduleur, qui est en fait le centre de contrôle. C'est lui aussi qui va convertir le courant continu en courant alternatif qu'on utilise dans la maison. Donc, l'onduleur est branché sur le panneau électrique de la maison, fournit l'électricité, et donc les différentes charges, la télé, le chauffage, la laveuse, sécheuse, tout ça, va venir chercher l'électricité solaire instantanément. Si on ne produit pas assez d'électricité pour tout alimenter, finalement, on importe la différence du réseau électrique et on a notre compteur qui compte finalement ce qu'on importe. Et les journées où il fait soleil, où par exemple on est au travail, où on consomme peu, il se pourrait qu'on produise un surplus d'électricité solaire qui est à ce moment-là exporté directement sur le réseau électrique. Donc, ce qui est intéressant de cette approche-là, c'est qu'on n'a pas besoin de batterie pour accumuler, pour stocker l'électricité. En fait, le réseau de distribution est notre batterie. Par contre, s'il y a une panne d'électricité, l'onduleur est programmé de façon à se fermer automatiquement. Donc, on ne produit pas d'électricité quand il y a des pannes électriques. Pour ça, il faudrait s'équiper de stockage, de batterie. Donc, je poursuis là-dessus. Si l'option photovoltaïque vous intéresse, au Québec, en fait, on peut demander l'option de mesurage net pour autoproducteurs auprès d'Hydro-Québec. Donc, cette option-là permet à des autoproducteurs qui sont intéressés d'installer des technologies d'énergie renouvelable, on les a ici, l'éolien, le solaire photovoltaïque, la micro-hydro, la géothermie, les biogaz, donc permet à ces utilisateurs de se brancher sur le réseau électrique et donc de produire pour leur propre consommation. En fait, Hydro-Québec ne signera jamais de chèque, on ne deviendra pas des producteurs nets. La façon que ça fonctionne, c'est pendant une période donnée, on consomme de l'électricité, on en retourne sur le réseau et donc on paye la différence entre les deux bilans. Et si on a un surplus d'électricité qu'on produit nous-mêmes, notre surplus, notre banque, elle est reportée à la période de facturation suivante et ainsi de suite, jusqu'à un maximum de 24 mois. Après 24 mois, notre banque, elle est remise à zéro. Donc, on n'est jamais en situation où on est un producteur d'électricité, mais on est ce qu'on appelle, avec le néologisme, des prosommateurs, donc des producteurs-consommateurs d'électricité. Donc, en ce moment, au Québec, l'énergie solaire photovoltaïque peut profiter de certaines subventions, mais pas de subvention directe. Donc, vraiment, ce qui va influencer son installation, c'est le coût. En fait, je vais revenir ici. Donc, le coût a diminué d'un facteur 7 depuis une dizaine d'années grâce à la fabrication en série en Chine. C'est ce qui fait que maintenant, les coûts des systèmes varient entre 1,50 $ pour les centrales solaires et peut aller jusqu'à 3 $ le watt pour les systèmes domestiques. Le temps moyen d'un système domestique au Québec, c'est environ 4000 watts, donc 4 kilowatts. Donc, ça revient environ à 12 000 $. Maintenant, ça, c'est le coût par watt, le coût d'investissement.
si on regarde le coût d'électricité au total, hein, on voit que selon la taille du système, plus le système est gros, moins ça coûte cher. Et lorsqu'on arrive à des systèmes de 5 kW et plus, on arrive au point de parité, c'est-à-dire que entre installer notre propre système solaire photovoltaïque ou acheter l'électricité d'Hydro-Québec, ça revient le même coût, en autant naturellement qu'on ait un bon potentiel solaire et que le taux de financement soit abordable. Donc, une fois qu'on prend ça en compte, on peut se poser, OK, comment est-ce qu'on pourrait finalement profiter justement de quel type de production, de quel niveau de production d'énergie solaire on pourrait profiter. Donc, au Québec, un système PV va produire environ 1100-1200 kWh par année d'électricité, principalement au printemps, en été et en automne. Donc, le fait qu'il y ait des pertes de neige en hiver, ça va venir diminuer le bilan d'environ 3 à 8 %, mais on voit que de toute façon, dans 80 % de l'année, il n'y aura pas de perte due à la neige. Et donc, les impacts de la neige sont relativement modestes. Donc, en terminant, je voulais un peu explorer, hein, on m'a demandé, OK, comment est-ce qu'on peut appliquer l'énergie solaire à l'agroalimentaire. Et donc, il y a quelques pistes de réflexion qu'on peut poursuivre. Entre autres, hein, les fermes sont souvent constituées de larges toitures, donc qui sont propices à l'installation de gros systèmes photovoltaïques. Donc, ça, c'est une avenue. Encore là, il faut faire les calculs parce qu'il n'y a pas de subvention en ce moment au Québec là, pour financer le rachat d'électricité comme c'est le cas en France ou comme c'était le cas auparavant en Ontario. Donc, il faut bien faire les calculs. D'autres applications intéressantes, c'est pour les serres où on peut installer des technologies semi-transparentes, donc qui laissent filtrer un peu de soleil, mais qui quand même convertissent une partie de cette lumière-là en électricité. Et finalement, ben, les systèmes sur le sol, donc qui permettent de laisser reposer la terre, où on peut planter certaines cultures qui ont besoin de moins d'apport en éclairage, en éclairement. Et de cette façon-là, ben, diversifier un peu, finalement, l'économie de notre ferme. Donc, ça, ce sont des cas qui sont, pour le moment, surtout en France. Au Québec, et je termine là-dessus, on a l'usine d'Oliméga, par exemple, qui utilise l'énergie solaire photovoltaïque pour alimenter des thermopompes qui servent au chauffage et à la climatisation. Donc, dans ce cas-ci, les modules constituent le parement extérieur du bâtiment. Donc, si on enlève un module, on a un trou là, dans l'enveloppe. Donc, ce qui permet aussi peut-être de rentabiliser le système plus facilement. Et ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que non seulement le système produit de l'électricité, mais on vient aussi récupérer les 45 % de pertes sous forme thermique. On vient en récupérer une partie pour les rediriger dans le circuit de chauffage, là, dans les thermopompes. Donc, c'est un exemple d'une usine là, qui est située ici à Québec, à Saint-Édouard, là, au sud de la Montérégie. Donc, voilà, je termine sur ces éléments-là. Je ne sais pas si on fait les questions maintenant ou si on les fait plus tard, mais je vais redonner la parole à Jean-François. Bon, ben, merci Yves. Alors, on va arrêter la présentation. On va regarder. Est-ce qu'il y a des questions parmi nos auditeurs? Avez-vous des questions pour Yves Poisson? Si vous n'en avez pas, je pense qu'on pourrait peut-être continuer et enchaîner avec la présentation qui suit. Parce que ce que tu nous démontres, c'est que le coût sera fonction de l'ensoleillement qu'il y a, mais également de la surface, et il y a des économies d'échelle derrière ça. Donc, plus on achète un grand nombre de panneaux, moins ça va coûter cher le kilowattheure. Donc, une fois, deux fois, trois fois, avez-vous des questions en ligne pour Yves Poisson? Il est habitué de faire des présentations, il est clair. J'ai des réponses pour vous. Donc, moi, j'en ai une question. Oui. Ouais, Yves, l'Honduras, c'est numéro 1 au monde à 14 %. Y a-t-il une explication pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en Honduras qui ne se passe pas ailleurs? Bien, il faut voir que l'Honduras aussi n'a sans doute pas une grande charge. Hein. Si on avait un pays très industrialisé, il faut une plus grande capacité installée là, pour arriver à produire 14 % de son électricité à partir d'énergie solaire. Donc, de un, ils ont un bon potentiel.
dans ce pays-là et de faibles charges industrielles. Donc, ces deux facteurs-là, sans doute, contribuent justement, et dans un contexte comme ça, notre investissement, si on achète 1 kW de solaire, ben, va produire plus parce que le rayonnement solaire est plus abondant au Honduras. Donc, sans doute que ces quelques raisons-là expliquent en partie là, pourquoi on a 15 % de l'approvisionnement au Honduras qui est fait à partir d'électricité solaire. Donc, il y a peut-être également derrière ça des statistiques qui ont, à l'intérieur d'un même pays, il peut y avoir des régions qui sont nettement plus élevées. Et ça, on se ramasse avec l'exemple de Porto Rico, qui a eu un immense ouragan et l'ouragan a tout rasé, tous les poteaux, les fils électriques et ainsi de suite. Donc, la seule façon que les gens ont pu réavoir l'électricité, c'est en se faisant livrer des panneaux solaires, en le réinstallant parce qu'il fallait tout reconstruire le réseau au complet. Donc, si on prenait aujourd'hui uniquement pour Porto Rico, si on n'englobait pas ça avec les États-Unis et autres, ben, on aurait probablement un taux très, très, très élevé. Là. Absolument. Et par exemple, à Hawaï, Oahu, c'est 30 % de l'électricité qui est produite à partir de panneaux solaires. Donc, surtout dans les îles, souvent, on voit des très hauts taux de pénétration. Donc, on a Carl Binette qui nous dit quel est votre avis sur le solaire thermique? Le solaire thermique est une autre énergie solaire. Là, je vous ai parlé de l'électricité solaire, mais on pourrait aussi parler de l'énergie solaire thermique, qui peut être intéressante aussi dans certaines applications. Je pense entre autres au préchauffage de l'air, donc à travers ce qu'on appelle les murs solaires. Donc, c'est une technologie qui, finalement, c'est un peu comme un mur en métal, en aluminium noir, qui est peint en noir, et donc va venir absorber le rayonnement solaire. Et l'air derrière le mur va se préchauffer au contact de cette plaque métallique noire-là, va monter par convection naturelle ou par convection forcée. Il va être récupéré pour préchauffer l'air. Donc, c'est très intéressant pour les périodes de chauffage dans les saisons de transition, donc disons en octobre, en avril, où là, on n'est plus en hiver, on n'est pas en été, mais justement, ça aide à préchauffer l'air. Et ça, c'est rentable en dedans de 2 à 3 ans, comparé au gaz naturel. Il y a d'autres technologies aussi qui servent à chauffer l'eau. D'ailleurs, j'en ai sur mon toit, 2 capteurs solaires thermiques qui permettent de combler environ 40 % de mes besoins en eau chaude. Donc, pendant l'été, je produis tout mon eau chaude avec les capteurs solaires. Printemps, automne, la moitié. Et en hiver, ben, le système ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de chaleur à aller récupérer de l'extérieur. Donc, ça aussi, c'est possible. Par contre, c'est plus d'entretien, je dirais, puis les économies ne sont pas forcément là. Je l'ai fait par intérêt, là, mais pas par souci d'économie. Donc, il y a ces deux applications-là. OK. On a Héloïse qui nous demande, est-ce que le Canada a une cible à atteindre en énergie solaire? En énergie solaire, pas spécifiquement, mais je dois dire, étant au gouvernement fédéral, on fait de la recherche pour étudier quel serait le mix énergétique idéal pour justement être capable de fournir l'électricité dont on a besoin en 2050, mais en diminuant de 92 % et même plus nos émissions en gaz à effet de serre. Et dans ce cadre-là, le scénario montre que c'est essentiellement l'hydroélectricité, l'éolien, qui fournirait l'électricité, avec aussi une certaine part de nucléaire en Ontario et de solaire à travers le Canada. Et justement, pour équilibrer tout ça, un petit peu de gaz naturel. Donc, ce serait le scénario idéal qu'on peut voir qui fonctionnerait, qui serait fiable, qui serait abordable pour 2050. Donc, on n'a pas de cible pour l'énergie solaire en tant que telle, mais on a des cibles par rapport à la réduction de nos émissions en gaz à effet de serre. Et le solaire va venir jouer un rôle dans ce scénario-là. Parfait. On voit que Martin Bourbonnais, Centre Terre, donc un centre de formation collégiale, apporte un complément. Et M. Hong nous dit que il y a peut-être en fonction de si on est en monophasé ou en triphasé, donc les conducteurs électriques qui amènent l'électricité chez nous, la limite peut varier. Donc sur ce, écoutez, je vais passer pour faire le pont ou le câble ou le connecteur entre Yves et Sylvain. Je vais faire une petite présentation pour faire des applications du secteur solaire dans le secteur agroalimentaire. Donc,
mise en application des technologies solaires. On va reprendre que selon M. Bloomberg, qui a son agence d'information qui est très, très, très utile pour ceux qui cherchent des données en énergie, on peut voir que la décarbonisation dans le secteur de l'agroalimentaire va venir de deux façons. Ça interpelle tout le monde, mais ça vient d'un côté, et on mettra la présentation, parce que c'est écrit peut-être un peu petit, on le mettra sur le site aqper.com, vous pourrez aller la constater. Ça vient d'un côté du gouvernement, donc ça entre la flèche du côté gauche du gouvernement pour mettre des réglementations, des politiques, des incitatifs, et ça vient du côté droit par la demande du consommateur. Donc, les deux ont un côté à jouer. Puis, entre les consommateurs et le gouvernement, ben, il y a les producteurs, donc ce qu'on appelle les farmers, le secteur du commerce et le secteur de la restauration, ceux qui sont fermés pour la plupart de ces temps-ci. Mais on peut voir que Sylvain nous en parlera, si on est un producteur de champignons ou de pommes de terre, c'est catastrophique la fermeture des restaurants parce que le système a été monté d'une façon telle qu'on répondait à un besoin. Et donc, ce faisant, pour décarboniser le secteur agroalimentaire, il va falloir un effort de tout le monde. Certains disent « je consomme, je vote », donc un appel du côté également du consommateur. Donc, pour revenir sur les statistiques encore de Bloomberg, la même chose, on aurait pu prendre la courbe depuis 20 ans, depuis 30 ans. En fait, les cellules photoélectriques, c'est M. Becquerel, vers les années 1830, 1840, qui a découvert cette possibilité de convertir la lumière en électricité. Et depuis ce jour, depuis le jour où ça a été découvert, ça ne cesse de descendre, le prix. Donc, on est rendu au cours de la dernière décennie, une baisse de 91%. Donc, mondialement, les statistiques peuvent différer un petit peu, là, mais Bloomberg, eux, mentionnent qu'il y a 262 000 mégawatts qui sont installés en 2019. C'est 6 fois le réseau électrique que maintenant, dans les grands parcs solaires où on a des économies d'échelle. Donc, la même chose que si j'achète un camion de concombres, je ne paierai pas le même prix que le concombre que j'achète tout seul. Donc, ceux qui ont des économies d'échelle, ça descend à sous le 20 sous américain le watt. Et cette particularité-là d'avoir un écrasement des prix de la cellule photoélectrique, ça fait en sorte qu'on peut maintenant l'intégrer à l'intérieur de plusieurs choses. Donc, on voit donc l'impact, une autre donnée, que le prix de l'électricité solaire, produit encore une fois par des grandes fermes, est tombé aux États-Unis quelque chose autour de 4,7 cents US pour le solaire. Si on y ajoute les batteries, parce qu'on peut voir c'est quoi, c'est lilas ou en rose ou enfin bref, à peu près ça, cette couleur-là. On voit que si on additionne les deux technologies, on est rendu sous les 23 cents US pour les batteries et les panneaux solaires. Ce qui nous amène, on compare l'électricité faite par des centrales thermiques avec des moteurs à explosion quelque chose entre 30 cents et sur les génératrices ou sur les voiliers ou sur les bateaux ou les roulottes que vous avez une petite génératrice, faites le calcul, vous allez voir que vous pourriez monter jusqu'à 4 $ le kilowattheure. Donc, tout ça pour dire que les prochaines années, les prochaines décennies vont nous annoncer des grands changements parce que le prix du panneau solaire, du stockage, font baisser cette électricité et c'est une bonne nouvelle pour la décarbonisation de notre économie. Donc, dans le secteur agroalimentaire, la chaîne de froid, c'est essentiel. Je reprends le petit cône du MAPAC. Je pense à mon ami Robert et sa conjointe Patricia, qui est chef au restaurant Nuance. Là. Dans tous les restaurants, on mesure tout le temps les températures des comptoirs. C'est fondamental, mais c'est également fondamental, puis Sylvain pourra nous en parler davantage, dans tout le long de la chaîne de production, de l'usine, puis parfois même sur les bateaux de pêche, de la pêche du poisson où il faut tout de suite le descendre la température jusqu'à l'usine, jusqu'au centre de distribution, au magasin, au comptoir, dans le frigo et chez nous. C'est souvent le bout entre le comptoir du frigo et chez nous qu'il y a une rupture, là, parce qu'on n'a pas nécessairement toujours une glacière avec nous ou on va au chalet ou autre, mais la chaîne de froid est importante et pour faire du froid, ben, il faut de l'énergie. Bon, vous allez me dire, en hiver, au Québec, on ouvre la porte, là, on met la casserole dehors. C'est vrai, mais comme il y a des épisodes où parfois, en janvier ou en décembre, il va faire plus 15,
et ça va redescendre par la suite, il ne faut plus nécessairement toujours se fier à dehors. Donc, pour faire du froid, il faut de l'énergie. On est en période de crise sanitaire. Il y a également le fait que pour le secteur de l'Organisation mondiale de la santé, là, j'ai une étude que je vous présente, les grandes conclusions, que pour les vaccins, on a hâte d'en avoir un pour la COVID, là, mais pour les vaccins, c'est également fondamental la chaîne de froid pour maintenir à la bonne température. Et de par le monde, de plus en plus, on utilise soit des frigos qui fonctionnent avec batterie et panneaux solaires ou directement avec panneaux solaires qui produit un stockage à l'intérieur des cellules d'eau qui sont congelées et qui gardent la température. Et vous pouvez voir dans le graphique du bas, outre celui qui est à l'extrême droite, qui est le frigo à glace conventionnel, qu'on met la glace sur le dessus, lui où on a un certain problème à maintenir la température. Pour tous les autres, ceux qui sont aujourd'hui les moins chers en coût d'achat, en coût d'opération, ce sont les frigos qui fonctionnent à l'énergie solaire. Ils maintiennent leur température et ils maintiennent leur charge tout au long de l'année. Donc, même pour les vaccins, quand on aura la solution, on va pouvoir se servir des panneaux solaires et des frigos solaires. Donc, sur la route, on a également des solutions qui sont disponibles et qui arrivent. On a ici la compagnie Inao aux États-Unis qui nous est arrivée avec un camion réfrigéré. Donc, le camion réfrigéré, vous pouvez voir peut-être, vous irez le constater sur leur site. Le camion réfrigéré permet de réduire de 4 fois les coûts d'opération de la remorque, donc ce qui est tiré par le tracteur devant, de 4 fois les coûts d'opération. Et pour chacune des remorques, en produisant la chaîne de froid avec des batteries et des panneaux solaires, on réduit pour chacune des remorques de 37 tonnes de GES par année la production de GES. Donc, décarboniser le transport par l'électricité, c'est également avoir recours à des technologies comme ça, puisque ça nous permet de réduire, tenez-vous le chiffre, là, une unité comme ça aux États-Unis, bon, vous allez me dire au Canada, ça va être un peu moins, parce qu'au Canada, il fait froid l'hiver, mais encore là, on ne sait plus trop s'il fait toujours froid. Mais une simple remorque réfrigérée comme ça, c'est 14 000 litres de diesel par année. Là, je n'ai pas parlé du moteur qui traîne la remorque, uniquement la remorque réfrigérée qui maintient les choses au froid. Donc, tout le secteur de la distribution puis du transport vers les entrepôts puis des entrepôts vers les centres de distribution ont un gain incroyable à faire grâce à l'abaissement des coûts des technologies solaires. Si on continue, on peut voir maintenant qu'il y a des kiosques aussi maintenant. On a un exemple québécois ici qui se mettent des panneaux solaires pour justement utiliser des glacières et sauver de l'argent parce qu'avant, ils utilisaient une génératrice. On peut voir que j'ai bien hâte de voir les food trucks arrêter d'utiliser les génératrices Honda pour utiliser des panneaux solaires. Il faudra peut-être qu'on aille faire une sensibilisation de ce côté-là. Mais il y a des économies importantes à faire. Et finalement, en préparation de notre thème de la semaine prochaine, du côté du secteur des pêches, il y a également des avantages très intéressants à mettre des panneaux solaires sur les bateaux, puisque, encore là, l'ensemble des équipements, l'ensemble qui fonctionne électronique, le système de réfrigération du bateau peut fonctionner à l'énergie solaire. Et que ce soit pour le bateau de pêche ou que ce soit pour la remorque réfrigérée, dans les deux cas, on a besoin d'avoir recours moins à faire fonctionner le moteur parce qu'on a des batteries. Les batteries sont mieux rechargées et également l'alternateur est moins sollicité. Donc, au net, on a une énergie qui est faite de façon silencieuse et on a une chaîne de froid et comme ça, on réduit significativement. Donc, le calcul démontrait d'environ 30% la pêche, la consommation de carburant pour le secteur du
secteur des pêches. Et là, on n'a pas encore parlé des bateaux qui viendraient avec des batteries et des systèmes électriques, ou au lieu d'avoir un immense moteur, uniquement une petite génératrice et des panneaux solaires. C'est des choses qui vont venir très prochainement. Donc, on a peut-être des questions. Donc oui, on a Fabien Douzou qui nous met également des opportunités sur le fait de dire qu'il y a maintenant également des opportunités pour recycler les panneaux solaires par la suite. Et oui, qui répond à la question de Michel Sicard en disant on en est où? Mais peut-être également qu'il y a peut-être mentionné que pendant que Sylvain, avant que Sylvain arrive, on le voit, il y a peut-être des petits problèmes avec sa connexion. Il est de Halifax présentement, donc il y a peut-être entre la quarantaine entre la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec, bref, on ne sait pas trop. Mais je t'entends très bien. super, super. Donc, il y a une possibilité également pour le Québec de produire des composantes, des cellules photoélectriques à partir d'électricité verte et qui feraient des cellules, qui feraient de l'électricité solaire, d'abaisser encore plus le coût d'émission de carbone. Donc, on sait que pour l'électricité, sa valorisation en hydrogène, il y a une énorme possibilité au Québec, mais également de faire les cellules photovoltaïques au Québec avec l'électricité verte plutôt qu'être faite en Chine avec du charbon. Encore là, ça serait, comme on dirait dans le marché, un killer parce qu'on a quand même énormément d'électricité. Mais malgré ça, dans toute l'analyse du cycle de vie, le solaire est juste un petit peu au-dessus de l'éolien et de l'hydroélectricité en termes de production d'électricité, malgré le cycle de vie. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions, des questions en ligne? Sinon, on va passer la POC à Sylvain pour venir nous parler, qui est, lui, est le lien entre la semaine dernière et également la semaine prochaine sur la distribution alimentaire. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que c'est en temps de COVID, mais comment est-ce que ça fonctionne maintenant, les grands groupes, et comment est-ce que le secteur du transport, ça représente quoi dans l'ensemble de la discussion de l'équation? Donc, Mme Benson nous demande, juste un petit moment, quelle est la fiabilité des panneaux solaires, par exemple, pour les vaccins? On ne peut pas se permettre d'erreur. Mais effectivement, c'est ce que l'OMS explique dans le rapport. Et regardez, vous pourrez aller sur notre site aqpr.com, on va mettre le rapport sur le lien, mais c'est justement la façon que les systèmes sont conçus, ils ont pour 1 mois d'autonomie. Donc, si on est en période des pluies ou quoi que ce soit, le système va quand même pouvoir fonctionner. Et effectivement, ça fait partie du guide. Et ce guide-là, je pense qu'il s'applique également si chez vous, vous voudriez avoir des panneaux solaires sur votre toit. Il y a toute une démarche qui est une chaîne logique en fonction de où vous êtes sur la planète. Et donc, c'est un guide très, très bien fait pour vulgariser. Mais vous avez raison, Mme Manson, on ne peut pas prendre de chance avec les vaccins, mais je pense, Sylvain, on ne peut pas prendre de chance non plus avec la température pour des crevettes ou pour du saumon ou certaines viandes comme du poulet, parce que c'est assez dangereux. Et sur ça, je te pense. Non, effectivement. Ben, parfait. Merci, Jean-François. Merci Yves aussi. Belle présentation, très intéressante. J'espère que je ne perdrai pas le signal. J'ai perdu le signal une fois de temps en temps. Ce soir, là, je ne sais pas si c'est le signal qui part de Halifax ou c'est mes enfants qui sont sur les vidéos à cette heure-ci de la soirée, là. Il est 1 heure plus tard dans les Maritimes, évidemment. Donc, on est plus proche du dodo que vous autres. J'ai quelques commentaires. D'abord, le secteur agroalimentaire a été éprouvé, évidemment, par la COVID, là. Je pense que tout le monde le sait que la disparition du secteur de la restauration a vraiment créé un tsunami qui a vraiment affecté le détail au tout début de la crise, là, à la mi-mars. On a vu qu'il y avait vraiment énormément de pression sur le détail. Là, j'imagine que vous pouvez toujours m'entendre. Oui. Ah, OK, parfait, excellent. Mais moi, je ne peux pas vous voir. Est-ce que vous pouvez me voir? Non, on ne voit pas non plus. OK, parfait. Bon, je vais continuer tout simplement à parler, puis probablement que l'image va revenir éventuellement.
la disparition, c'est ça, de la restauration. Au début, c'est le détail qui a goûté. Mais c'est vraiment par après que, au niveau de la ferme, il y a eu de gros problèmes, puis on le voit depuis un mois, là. Il y a eu des surplus de lait, des surplus de champignons, surplus de patates. Et là, malheureusement, on est dans l'animal. Il y a eu au-delà de 90 000 porcs qui ont été euthanasiés. Hier, on rapportait qu'il y a eu 200 000 poulets qui ont été euthanasiés aussi. Puis ça, c'est vraiment dû à vraiment un manque de stratégie finalement filière. Parce qu'évidemment, on produit, on transforme, mais on n'essaie pas simplement de tenter de voir qu'est-ce qu'il y en est s'il y a un problème quelconque là, au niveau de la transformation. C'est ça qui arrive. Les producteurs agricoles ne contrôlent pas grand-chose. Fait que c'est certain que lorsqu'on leur demande de penser autrement, d'investir, de gérer leur entreprise différemment, c'est pas facile, c'est pas évident. Et lorsqu'on leur parle d'énergie renouvelable autre que l'électricité, ben ça devient quand même un peu difficile. Je vais prendre comme exemple, il y a un projet au Québec qui s'appelle la Bergerie du Faubourg dans le Bas-Saint-Laurent. C'est une ferme ovine qui a décidé de faire la conversion vers le solaire cette année, en fait. Et puis, ce cas-là, cette étude de cas-là est quand même intéressante parce que c'est la jeune génération, c'est les enfants qui ont poussé les parents à vraiment convertir et aller de l'avant avec un investissement parce qu'au début, évidemment, les aînés étaient pas convaincus. Et c'est avec la recherche, c'est avec, en fait, des données qu'on a pu justement cadrer le projet et aller de l'avant avec la conversion. Puis on fait l'annonce, je pense, que c'était au mois de février, à peine un mois avant la COVID. Et depuis ce temps-là, il y a des épargnes. Évidemment, ça, c'est une première étape. Il va y avoir une deuxième étape, je pense, pour une autre étable, une autre ferme, puis ils vont faire la même chose. Mais ça, on voit que c'est une génération qui a poussé l'autre. Et puis là, maintenant, selon les écrits, c'est que c'est la plus vieille génération qui a commencé à prendre la relève parce qu'on y croit. C'est un secteur qui est quand même assez traditionnel, hein, le domaine agroalimentaire, fait que c'est pas facile à changer. Donc, ça, c'est un phénomène. Évidemment, il y a l'autre cas que je pense que tout le monde connaît, c'est les serres Sagami, les serres Savoura, là, qui justement ont misé beaucoup sur l'énergie renouvelable depuis les 10-15 dernières années. En fait, c'était des leaders, c'était des précurseurs à ce niveau dans le domaine agroalimentaire. C'est un cas vraiment qui est utilisé souvent, souvent. Donc, ça c'est comme la réalité. Puis la réalité dans l'agroalimentaire, c'est des entreprises de haut volume à bas profit. Fait que c'est certain que c'est rare que les gens vont vouloir prendre des risques. Parce qu'il faut qu'ils soient sûrs, à moins que le gouvernement offre, bonifie ou aide de façon financière les entreprises pour y aller de l'avant. Ben, sinon, c'est pratiquement impossible de le faire. Il y a une volonté, je pense. Il y a une volonté de vouloir miser sur le solaire au Québec ou même ailleurs, mais c'est pas évident. Le Québec, en fait, ce qui est un peu, ce qui aide moins, c'est que le Québec a déjà une énergie verte qui est l'électricité. Tandis qu'ailleurs, comme en Nouvelle-Écosse, je regardais les chiffres à Yves, il y a beaucoup de solaire ici, mais il y a une motivation à laisser tomber l'énergie sale, disons, finalement. Donc, il y a cette motivation-là qui aide parce qu'ici, à Halifax, on en voit beaucoup de maisons avec des panneaux solaires. C'est pas rare qu'on voit ça. Tandis que quand je me promène au Québec, on a un chalet au Québec, là, c'est pas mal, c'est plus rare les panneaux solaires. En Ontario, j'y étais un mois avant la COVID, là, puis surtout en campagne, là, on en voit beaucoup plus qu'avant. Puis quand j'ai vu les chiffres à Yves, j'étais pas surpris, vraiment là. Et puis la filière serriste, évidemment, s'est développée beaucoup en Ontario. Eux, ils ont misé sur le nucléaire il y a 50 ans, puis évidemment, ils payent pas, mais pour ce qui est de la campagne, la filière serriste prend beaucoup, beaucoup d'expansion dans le sud de l'Ontario.
Et il y a beaucoup d'énergie solaire qui est utilisée pour alimenter ces serres-là, soit en hiver, en été. L'avantage, évidemment, sont dans le sud. Le sud de l'Ontario, c'est quand même, il y a beaucoup d'ensoleillement comparativement au nord. Alors ça l'aide. Ça, c'est un premier commentaire que je voulais faire par rapport à l'énergie solaire. L'autre commentaire que je voulais faire, c'est sur les surplus. Puis je pense qu'on en a parlé ensemble, moi puis Jean-François, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. C'est que de voir les denrées agroalimentaires gaspillées, jetées, comme le lait, par exemple. Nous, on estime qu'il y a eu environ 160 millions de litres de lait qui ont été jetés dans les égouts depuis 2 semaines. C'est incroyable. Puis, c'est à se demander, est-ce qu'on peut convertir tout ça en biocarburant, par exemple? Puis, c'est là que il y a certains groupes au Québec qui ont décidé de regarder ça sérieusement, mais il n'y a pas l'infrastructure, puis il n'y a pas nécessairement la volonté institutionnelle de le faire parce que c'est un système de quotas. Il y a des quotas qui sont alloués à des producteurs pour produire du lait, et eux, ils produisent du lait et évidemment, ce lait-là est vendu aux transformateurs de lait. Il n'y a pas une pensée au niveau des surplus du tout. Le gouvernement Trudeau, mardi, annonçait une aide financière de 100 millions de dollars à la Commission canadienne du lait. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'ils ont en tête, là. Ça a été une annonce intéressante parce que j'ai l'impression qu'on va mandater la CCL de regarder comment on pourrait convertir le surplus pour faire d'autres choses, parce que le lait, ça ne se garde pas. Alors, il faut le convertir, soit le déshydrater ou soit faire du biocarburant, par exemple. Donc ça serait des éléments intéressants qui sont considérés probablement par la filière agroalimentaire. Puis c'est un peu l'héritage de la COVID, à mon avis, c'est qu'on va forcer la filière à penser autrement et l'énergie est au centre de ça, vraiment. Ça va être comme ça qu'on va pouvoir créer de la valeur outre que produire de l'alimentation. Mais donc, Sylvain, permets-moi un élément. Il y a quand même un élément où dans la filière agroalimentaire, si on parle du lait, il a quand même fallu que le taureau aille voir la vache presque un an plus tôt. Puis toutes les femmes qui ont allaité sauront que quand tu commences à allaiter, tu n'as pas un robinet ouvert fermé. Donc, il y a certains éléments où c'est une filière qui est un peu plus longue. Les poulets, comme on nous le rappelait cette semaine, ben là, c'est à peu près 20-30 jours dans le couloir, puis c'est une filière qui a plus facilement des ajustements. Mais en Belgique, on avait l'exemple où les producteurs de pommes de terre, la filière des producteurs de pommes de terre, implore presque tous les Belges de manger 2 fois par semaine des frites parce qu'il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus nulle part où ils peuvent passer leurs produits. Il y a les producteurs de champignons en France. Le message que j'essaie de faire, c'est que en agroalimentaire, on ne pense qu'à la filière agroalimentaire. On pense ce n'est pas naturel de penser à d'autres filières comme la filière énergétique. Là, cette année, pour ce qui est de la patate, je parlais justement à une vice-présidente de McCain aujourd'hui, on risque d'avoir 300 millions de livres de patates en trop. Parce que 75% des frites sont consommées au restaurant. Il y a de quoi à faire avec la patate. Dans le cas du lait, il existe déjà une réserve stratégique à Ottawa. C'est pas très connu, mais il y en existe une pour le beurre, le yogourt, etc. Pourquoi pas en créer une pour du lait en poudre ou peut-être pour créer un canal pour en fait fabriquer du biocarburant de par le lait. En Ontario, on fait du gin avec du lait maintenant. Pourquoi pas du biocarburant? Ben, c'est pas un automatisme dans l'industrie de penser autrement, autre que de la nourriture, finalement. Mais je pense qu'on a vu que dans notre émission il y a 2 semaines sur le secteur laitier, justement, où des producteurs le font avec leurs fumiers, les fromageries vont le faire. Toi, l'idée que tu amènes, c'est qu'en temps de crise, peut-être prévoir
de la flexibilité à l'intérieur des secteurs où si le producteur, il n'y a plus un producteur qui veut prendre du lait parce qu'il ne va pas ajouter des coûts pour que les produits se ramassent sur les tablettes et donc perdre encore plus d'argent. Donc, toi, ce que tu nous dis, c'est qu'il faudra peut-être, avec une intervention gouvernementale, trouver une façon de donner un peu de flexibilité aux mécanismes en temps de crise. Bien, ça dépend parce que dans le lait, il n'y a pas une intervention gouvernementale n'est pas nécessaire. C'est dans la loi déjà. Dans la loi, il est prévu qu'il faut gérer les surplus. Or, la raison pourquoi on jette du lait dans les égouts, c'est parce que c'est facile. C'est simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est de vider la tank, là, finalement. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être repenser un peu le système et de trouver des mécanismes faciles pour les producteurs en temps de crise. Pour l'instant, on n'y a jamais pensé. Le jetage de lait, c'est pas nouveau, là. Ça arrive pratiquement chaque année. La différence avec cette année, c'est le volume. Le volume était énorme. Alors, on aurait pu faire quelque chose d'intéressant. C'est 80 piscines olympiques qu'on a jetées de lait cette année. 80 piscines olympiques. OK, à la grandeur du Canada. Oui. Bon. Donc, on a jeté. Donc, on a Mme Benson qui demande les infrastructures qui seraient nécessaires pour transformer le lait en gaz naturel. Bien, tout simplement des usines de biométhanisation qui sont capables de transformer le lait en gaz naturel. Ils le font avec les eaux de lavage des réservoirs et autres par la suite. Plusieurs l'ont déjà. La question va être je pense qu'il y aura des mécanismes à mettre en place. Maintenant, Sylvain, peut-être... Mais la question, c'est qui va payer? Puis c'est facile, la réponse est facile parce que c'est dans le mécanisme actuel de la Commission canadienne du lait. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que si on a créé une infrastructure, l'infrastructure va être payée de par le lait, les coûts de production de lait. C'est dans la formulation à la CCL. Fait qu'on n'a même pas besoin de se poser la question. Là. OK. Donc, c'est de prévoir la disposition. Maintenant, on a vu qu'on avait des producteurs en serre, on en a parlé de certains dans notre autre émission, qui, eux, ont décidé, parce que le prix du pied carré était moins cher et autres, de s'installer dans les régions pour pouvoir produire. Maintenant, qu'est-ce que ces producteurs-là doivent faire face maintenant dans le monde des grandes chaînes? Comment est-ce qu'ils doivent opérer et comment est-ce que la COVID vient changer leur système de livraison ou de gestion par rapport au temps régulier? Ben, c'est sûr qu'en temps de crise avec la COVID, l'essentiel, c'était de mobiliser la nourriture pour atteindre le détail. C'est sûr qu'au niveau du développement durable, tout ça a comme été laissé un peu de côté pour l'instant, mais une fois qu'on va avoir passé à travers la crise, ce qui arrive dans le secteur agroalimentaire, c'est que les détaillants, les bannières, ensuite les transformateurs sont exposés aux exigences du consommateur beaucoup plus que les producteurs. Les producteurs vont vouloir miser sur des jeunes pour sauver de l'argent. Tandis qu'en aval, auprès du consommateur, la motivation, c'est vraiment une question de culture comparative puis de bien servir le public finalement en devenant de bons citoyens environnementaux finalement. Mais cette pression-là, depuis quelques années, là, passe à travers la chaîne et atteint la production. Et de plus en plus, là, les entreprises développent une stratégie de développement durable qui les relie aux différentes entreprises à travers la chaîne d'approvisionnement. Ce qui est intéressant en soi. Donc, les choses évoluent très lentement, je dois dire, mais les choses évoluent tout de même. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'il ne serait pas impensable si les consommateurs le demandaient, qu'on peut voir sur un sac le nombre de calories qu'il y a, mais il ne serait pas impossible un jour d'en arriver à dire combien la production de ce produit a généré de GES. Non, absolument. Donc, c'est pour ça qu'éventuellement,
Pour ce qui est des serres, pour ce qui est des différentes productions, il va falloir peut-être penser autrement, là, comment on pourrait justement miser sur l'énergie renouvelable. Il y a, comme je l'ai dit tantôt, il y a une motivation réelle, mais évidemment, les producteurs ne contrôlent pas grand-chose, hein, sont très vulnérables. Fait que c'est pour ça que c'est sûr que ça a toujours été difficile de présenter de nouvelles idées, surtout au niveau de la ferme, là. OK. Donc peut-être est-ce que ce qu'on peut voir, l'agriculture de proximité, c'est une façon pour les producteurs de dire si tu veux pas me le prendre, je vais essayer, moi je veux faire ma transformation, je vais essayer le lien direct avec le consommateur. Est-ce que c'est une réponse que tu vois comme ça? Ben, c'est possible. En sortant de la COVID, la production de proximité va probablement prendre plus d'importance, justement en raison du fait que les gens ont l'intention d'acheter plus local, mais il va falloir aussi contrôler les coûts parce que il y a du monde, il va y avoir beaucoup de monde sur le chômage, là. Puis il va y avoir beaucoup de monde sur un budget qui vont vivre avec un budget très restreint. Fait il va falloir s'assurer, oui, le local, c'est beau, mais il faut que ce soit à bon prix. Fait que c'est là qu'à mon avis, il va falloir peut-être repenser au modèle d'affaires, puis l'énergie, la source énergétique va en être pour quelque chose. OK. Donc, on a vu Yves, dans sa présentation, nous expliquer que les panneaux solaires, il nous a démystifié le fait que si on installe des panneaux solaires en terre agricole, c'est pas comme installer un parking. On n'excave pas, on décape pas la terre pour mettre de l'asphalte et du béton. Il y a une agriculture qui se fait en tout ça. Peut-être qu'on pourra vous donner des exemples. Mais moi, j'ai en tête certains producteurs que je connais qui ont des cultures de petits fruits. D'autres ont des fleurs et ils ont des élevages d'abeilles. D'autres se servent de ça pas comme pâturage pour des chèvres ou des moutons. Donc, toi, Yves, est-ce que tu vois, dans ce que Sylvain nous dit, une complémentarité, le fait de rapprocher l'énergie, l'alimentation et le tout mis ensemble? Absolument, c'est une tendance, hein, un peu l'autoproduction, donc la production locale, l'autosuffisance, le fait de distribuer systèmes, c'est une tendance vers laquelle on se dirige tant dans l'énergie que dans l'alimentation. Je pense que ça va main dans la main. OK, OK. Et donc, il ne faut pas se surprendre si on voit des changements, mais vous êtes d'accord avec l'énoncé de la firme Bloomberg sur le fait de dire que ça va venir des deux côtés. Je consomme, je vote, puis il faut que j'aille voter aux élections aussi pour mettre la pression sur le gouvernement. Oui, oui, bien sûr. Beaucoup de ces mesures-là, en fait, sont accélérées quand les bonnes politiques sont en place. On l'a vu en Ontario, où ils sont passés de 30 mégawatts à 3000 mégawatts en l'espace de 10 ans grâce aux politiques de rachat. Bon, c'est la seule province qui a mis en place ces programmes-là. À travers le monde aussi, les grandes puissances photovoltaïques, le Japon, les États-Unis, l'Allemagne ont tous mis en place des politiques qui encourageaient justement l'installation de systèmes PV. C'est ce qui explique leur position prédominante en ce moment. Maintenant, on entre dans une deuxième phase du développement où on a besoin de moins de soutien parce que le coût des technologies ont tellement diminué qu'ils sont rendus maintenant compétitifs par rapport au coût de l'électricité provenant de sources conventionnelles. Donc, on va arriver à une phase où finalement, la croissance pourrait être soutenue d'elle-même, mais néanmoins, l'impact des politiques est toujours tangible. Oui, puis on le voit en Ontario aussi, il y a eu une élection, puis le nouveau gouvernement a tout cancellé ces programmes-là. Donc, Exactement. il y a parfois où c'est fragile. C'est ça. Peut-être dernière question pour toi, Sylvain. Est-ce que tu entrevois un secteur justement dans le transport, le fait que ça coûte peut-être un peu plus cher à l'achat, les remorques réfrigérées carboneutres, là, est-ce que tu vois une possibilité pour ce type de choses, s'il y a un support gouvernemental, est-ce que tu vois c'est des choses qui pourraient être intégrées dans la chaîne logistique? Le gaz est moins cher, hein. Fait que, disons que ça encourage moins les entreprises à regarder
ailleurs, là, ça c'est clair. Là. Mais c'est sûr que pour ce qui est de la cold chain, il y a quelque chose d'intéressant à faire là, ça c'est clair. Mais le fait que le pétrole, l'Arabie Saoudite qui a comme inondé le monde avec le pétrole, puis que là, justement, le baril de pétrole est très bas, puis va probablement demeurer bas pour un certain temps. J'ai l'impression que ça va démotiver les entreprises logistiques à regarder ailleurs pour l'instant. Mais ça va revenir, puis il va falloir qu'ils soient prêts. Et c'est là où on va voir vraiment, là, parce que le monde a complètement changé en 2 mois. Hein. Complètement. C'est pour ça que là, Yves nous parlait du coût abordable de l'énergie solaire. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir que ça baisse encore plus pour intéresser les entreprises à regarder ailleurs. Tout à fait. Et, Ben, la tendance va se poursuivre. Soit ça, soit avoir des politiques qui sont là, puis des projets pilotes pour démontrer que ça fonctionne et que le retour sur investissement est vraiment là, puis le maintien de la chaîne de froid est vraiment maintenu. Exactement. Parfait. Donc, écoutez, on a terminé notre heure ensemble. Je vous remercie beaucoup tous les deux et j'en profite pour vous présenter notre émission. Donc, si vous avez des questions, vous nous les écrivez, info@aqper.com. Et l'émission de la semaine prochaine, on vous a dit qu'on parlait de pêche, donc indépendance alimentaire, énergie renouvelable, pêche et pisciculture éco-responsable sur mer et sur terre. Donc, l'utilisation encore là des énergies renouvelables, des boucles de développement durable sont possibles dans ces 2 secteurs-là. Donc, soyez des nôtres vendredi prochain. Si vous avez aimé ça, passez le mot à vos amis. Vous pouvez les réécouter en rediffusion. Vous pouvez faire un arrêt sur image pour regarder mieux les différentes acétates. Ça sera là demain sur notre chaîne YouTube. Et d'ici là, ben, faites attention à vous. À jeudi prochain. Puis, lavez-vous les mains, faites attention. Puis, n'oubliez pas que quand vous consommez, vous votez, puis vous supportez l'économie locale puis la transition énergétique. Merci à nos invités. Puis, on va lire Sylvain avec intérêt dans la presse comme sur toutes ses autres chroniques. Merci. Bye bye. Au revoir.